Ma mère a écrasé mon inhalateur d'oxygène sous son talon de cristal, et l'a envoyé d'un coup de pied dans la bouche d'égout. La seule chose qui empêchait mes poumons de s'effondrer venait de disparaître. Elle n'a même pas regardé l'inhalateur tomber. Elle est une source de honte. Elle m'a agrippé par le haut du bras, ses bagues en diamant entaillant ma peau. Et elle m'a secoué si fort, que mon crâne a cogné contre le mur de briques derrière moi. Tu tousses comme un animal contagieux, en plein milieu des débuts de ton frère. Tu es jalouse de l'avenir de James, n'est-ce pas? Tu essaies de saboter tout ce qu'il a construit. Respire toute seule. Je t'interdis d'ouvrir la bouche, et de pleurer. Depuis la sortie de secours, un machiniste sortit fumer une cigarette à tout vu. La cigarette a glissé de ses doigts, et a touché le sol mouillé. Attendez. Quoi? Il est resté là. Sidéré, stupéfié par la cruauté d'une mère. Ma mère ne l'a pas remarqué. Elle était trop occupée à lisser l'ourlet de sa robe de créateur, s'assurant que la soie importée ne touche pas la flaque, où sa propre fille était en train de s'étouffer à mort. Je me suis effondré dans l'eau stagnante, les deux mains griffant ma gorge. Mes poumons ne lâchaient pas à cause de l'asthme. Chaque alvéole à l'intérieur de ma poitrine était en hémorragie. Écrasé par l'onde de choc d'un engin explosif improvisé, qui avait détonné à moins de 2 mètres de mon corps. Sur une route près d'Alep, en Syrie. C'était il y a à peine 3 semaines. Mais la douleur qui me déchirait à cet instant, n'était pas celle du poumon qui s'affaissait. C'était de regarder la femme qui m'avait porté pendant 9 mois, m'arracher ma dernière bouée de sauvetage. Tout ça, pour que je ne sois pas un inconvénient lors d'un cocktail. Pour elle, je n'étais pas le sergent-chef marin Caldwell. Spécialiste du déminage de la marine, qui venait de ramper hors d'une housse mortuaire. J'étais invisible. Une dette. Une tâche qu'elle voulait écraser sous son talon de cristal, jusqu'à ce qu'elle cesse d'exister. Mais avant que je ne vous raconte comment j'ai utilisé le silence. Pour transformer cette soirée de gala extravagante, en une condamnation à mort pour tout le clan. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à cette chaîne. Ne partez pas maintenant. Car le revers financier qui s'annonce, va vraiment vous satisfaire. La porte coupe-feu en acier a claqué à nouveau. James est sorti dans la ruelle, drapé dans un smoking à queue de pie fait sur mesure. Le genre de costume, qui coûte plus cher que la voiture de certaines personnes. Sans ralentir le pas, il a balancé sa chaussure en cuir italien ciré, et l'a enfoncée dans mon tibia. Un coup de pied vif, et délibéré. Il m'a regardé avec mépris. Comme on regarderait un chien errant bloquant l'entrée de son restaurant. Puis, il a jeté un document plié dans la flaque de boue, devant mon visage. J'ai reconnu l'entête, avant même que le papier ne se pose. Une ordonnance 5150. Placement involontaire en détention psychiatrique. Le genre d'ordre, qui vous dépouille de tous vos droits en tant qu'être humain, et remet vos finances entre les mains de quelqu'un d'autre. Signe ça, a-t-il ordonné. Il a tapoté la réplique de son Stradivarius à 1 million d'euros contre sa paume ouverte, comme le marteau d'un juge. Oublie-la, maman. Elle a besoin d'un tuteur légal, pour gérer ce pathétique fonds de prestations militaires. Avant qu'elle ne claque tout dans des hallucinations de champs de bataille, et des théories du complot. Elle délire. Donne-lui un stylo, Bennett. Bennett, l'avocat de la famille à la tête de fouine, s'est matérialisé de derrière l'épaule de James, en train de déboucher un stylo à billes. Il s'est accroupi. Et l'a tendu vers mes doigts ensanglantés, comme s'il offrait une friandise à un chien. Je n'ai pas levé les yeux. Je n'ai pas attrapé le stylo. Je n'ai pas bronché. L'instinct d'un technicien en déminage avait été martelé dans mon système nerveux, pendant 8 ans et 4 déploiements. Sur le terrain, une respiration saccadée, un tremblement dans votre main. Et vous envoyez suffisamment de vibrations à travers une plaque de pression, pour déclencher la mine sous votre botte. Ici, dans cette ruelle. Une larme, ou un cri, leur fournirait le prétexte légal pour appeler la police, et me faire emmener dans une camisole de force. J'ai ramené ma main contre mes genoux. J'ai pressé le bout de mon doigt en sang, contre le cristal rayé de ma montre tactique G-Shock. 22h02 pile à l'heure. J'ai forcé mes poumons à prendre des respirations courtes, peu profondes, et contrôlées. J'ai verrouillé chaque muscle de mon visage. Je ne leur ai absolument rien donné à exploiter. Martha s'est accroupie à côté de moi. Assez près pour que je puisse sentir le Chanel et le champagne sur son haleine.
Sa voix est tombée bas, chirurgicale. Chaque mot placé avec la précision d'un scalpel. Conçu pour trancher la dernière membrane de mon estime personnelle. Le médecin de mon club de golf a déjà signé le certificat, attestant que tu es un danger pour la société. Tu es sans abri, célibataire, inemployable. Sans carrière, sans avenir. Cède immédiatement la pleine autorité financière à ton frère. Si tu refuses, j'appellerai personnellement la ligne d'urgence psychiatrique. Et je te ferai transférer dans un établissement fermé, où tu resteras indéfiniment. Cette famille ne tolère pas les parasites délirants et ingrats. Ce qu'elle voulait vraiment, était transparent. Me dépouiller du moindre centime de ma compensation d'invalidité militaire. De chaque euro de prime de risque que j'avais gagné. En désamorçant des bombes artisanales avec une pince, et des mains fermes. De chaque centime d'économie de zone de combat. Que j'avais accumulé en 8 ans, à manger des rations de survie dans une tente. Et tout canalisé vers la société de divertissement de James. Qui perdait de l'argent si vite, que les comptables avaient arrêté de compter. Ma poitrine brûlait. Le manque d'oxygène s'agrippait au bord de ma vision. Mais mon esprit restait aussi froid, que le mur d'acier contre lequel j'étais appuyé. Laissez-les crier. Laissez-les menacer. Riposter à cet instant. Physiquement ou verbalement, était la pire décision tactique possible. Un éclat de voix, et il s'en servirait comme preuve. Une bousculade, et Bennett ferait venir la police en 3 minutes. J'ai choisi le silence. L'arme la plus dévastatrice de tout l'arsenal. Laisser James agiter son téléphone, et menacer de composer le numéro de la ligne d'urgence. Cet appel n'allait jamais aboutir. Car du coin de l'œil, au-delà du smoking ridicule de James, et des mains tremblantes de Bennett. J'avais déjà repéré la Cadillac noire blindée, portant des plaques du département de la Défense. Elle roulait lentement. Silencieusement, à l'autre bout de la ruelle. Et elle transportait le seul juge, dont le verdict importait ce soir. En regardant la boue sur le bout de la chaussure de James. Mon esprit n'est pas resté dans le présent. Il a glissé vers l'arrière, tiré par quelque chose de plus profond que la pensée. Entraîné par le souvenir sonore d'un couteau à découper, raclant une assiette en porcelaine. Thanksgiving, il y a 2 ans. La même table de salle à manger, où notre grand-mère avait l'habitude de dire le bénédicité. James était assis en bout de table. Il portait un pull en cachemire à 1000 €, les manches retroussées jusqu'au coude. Une coupe de cheveux à 200 €, qui gardait encore sa forme à 9 h du soir. Il tenait fermement le couteau à découper, et le traînait lentement sur la surface du plat de la dinde. Le crissement de céramique qu'il produisait, perforait le silence comme un outil de dentiste. Puis, il a pointé la lame enduite de graisse, directement vers mon visage. 30 ans, et tu continues à inquiéter la famille pour toi, marin. N'est-ce pas humiliant? Les militaires ne sont que des ouvriers manuels glorifiés. Des fantassins sans cervelle, qui n'ont pas pu réussir dans la vraie économie. Tu ne serais même pas capable de gérer un stand de limonade. Il m'a fait la morale, depuis la chaise d'un homme dont la start-up de divertissement accusait 3 mois de retard sur le versement des salaires. Son assistant avait démissionné. Son directeur de bureau avait déposé une plainte pour salaires impayés. Il devait 47 000 € à son ingénieur du son. Mais le pull en cachemire était impeccable. Ce soir-là, je me suis assise à la place du coin. Celle la plus proche de la porte de la cuisine. La chaise avec le pied bancal, que personne n'avait réparé en 15 ans. Parce que la personne qui s'y asseyait, n'avait jamais assez d'importance pour s'en plaindre. Ma grand-mère avait l'habitude de s'asseoir sur cette même chaise. Elle me serrait la main sous la table, chaque fois que Martha s'en prenait à moi. Quand j'avais 12 ans. Elle m'avait tiré dans la cuisine pendant le dîner de Noël, avait pris mon visage entre ses 2 mains, et m'avait dit, « Tu es la seule chose authentique dans cette famille, marin. Ne les laisse jamais te faire oublier ça. » Elle est morte l'année où je me suis engagé. Elle m'a légué son fonds en fiducie. Et n'a rien laissé à Martha. Cette décision pourrissait à l'intérieur du crâne de ma mère depuis lors. Noire, et infectée. Et chaque insulte qu'elle m'avait lancée au cours de la dernière décennie, n'était que la fièvre de cette infection. Je me suis versé un verre du vin le moins cher de la table. La bouteille à laquelle personne d'autre ne voulait toucher. Et je l'ai bu jusqu'à la lie, sans dire un mot. James a coupé une autre tranche de dinde.
et la laissait tomber sur son assiette avec un bruit mouillé. Martha m'observait de l'autre côté de la table, sa fourchette immobile. Ses yeux faisaient ce calcul qu'ils faisaient toujours. Celui où elle évaluait ce que je valais pour elle vivante, par rapport aux ennuis que je causerais morte. À peine 3 jours avant ce dîner de Thanksgiving, 2 policiers avaient frappé à la porte de mon appartement à 6 heures du matin. Ma mère avait déposé un rapport avec des dossiers médicaux falsifiés. Des documents d'un psychiatre, qu'elle avait payé grâce au réseau de son club de golf. Prétendant que je souffrais d'une grave psychose due au champ de bataille, et que je représentais un danger imminent pour moi-même, et pour les autres. Elle n'essayait pas de m'obtenir de l'aide. Elle demandait une mise sous tutelle d'urgence, du fonds en fiducie de ma grand-mère. Un fonds que ma grand-mère avait spécifiquement laissé à mon nom. Parce qu'elle était la seule personne de la famille, qui m'ait jamais vu telle que j'étais. Martha et James prévoyaient d'assécher ce compte en fiducie. Et de l'utiliser pour colmater les brèches, de l'entreprise de James qui prenait l'eau. Les policiers ont quitté mon appartement ce matin-là, parce que j'ai ouvert la porte en me tenant au repos militaire. J'ai parlé en faisant des phrases complètes, je leur ai montré mes récents dossiers de déploiement, et je leur ai préparé du café. Je n'avais aucun problème. Mais le couteau que ma famille avait planté dans mon dos ce matin-là, a tranché le dernier fil de parenté auquel je m'accrochais. De retour dans la ruelle, au présent. James hurlait toujours. Elle est devenue muette. La crise psychotique se produit en ce moment même. Bennett, appelle l'ambulance. Donne-lui l'injection sédative. Son arrogance n'avait pas bougé d'un iota en 24 mois. Pour lui. La prime de risque que j'avais gagnée en démantelant des explosifs le long des routes, sous un soleil du désert brutal, n'était qu'une caisse noire familiale. Une tirelire étiquetée sauvetage de James. Il écrasait mon sang sur le trottoir tous les jours. Et s'en servait pour garder ses chaussures en cuir verni brillantes. Voici ce qu'il ne savait pas. Ce qu'aucun d'eux ne savait. Le lendemain matin de ce Thanksgiving. Pendant que Martha et James dormaient encore, dans leur drap au sein sans fils. J'étais déjà habillé. J'ai enfilé un blazer noir basique, sur une chemise blanche fraîchement repassée. J'ai retiré mes plaques d'identité, et les ai mises dans ma poche. J'ai conduit 40 minutes, jusqu'à un cabinet d'avocats d'affaires à Wall Street. Spécialisé dans les acquisitions hostiles. Je n'ai pas intenté de procès à ma mère. Les procès sont bruyants, lents, et faciles à voir venir. J'ai choisi la méthode que je connaissais le mieux, la méthode du génie de combat. On n'attaque pas la forteresse. On creuse par en dessous. On plante la charge dans les fondations. Et puis, on attend qu'ils organisent une fête au-dessus. Ce matin-là, assise dans un fauteuil en cuir, face à un avocat qui facturait 900 € de l'heure. J'ai signé les statuts constitutifs de Vanguard Holdings LLC. Une société écran, scellée derrière 3 couches de propriété anonyme. Une directive unique, identifier, acquérir, et consolider chaque euro de dette impayée. Appartenant à la société de divertissement de James Caldwell. Mon frère construisait son empire sur des sables mouvants. Et je venais d'acheter les sables mouvants. James a utilisé la volute de son violon, pour relever l'ourlet effiloché de ma veste de terrain. Comme s'il soulevait la jupe de quelque chose de répugnant, qu'il avait trouvé sur le trottoir. Regardez-moi ça, a-t-il dit assez fort pour que Bennett et Martha entendent. Vivre dans cet appartement en boîte d'allumettes dans le bâtiment Méridien. Cette décharge délabrée en centre-ville. Je parie que les murs grouillent de cafards. Trop honteuse de sa propre pauvreté. Pour inviter la famille chez elle. L'amiral Vance sera là d'une minute à l'autre. Gardez cette ordure hors de son champ de vision. Il s'est raclé la gorge, et a craché. Le crachat a atterri à 5 cm du bout de ma botte droite. J'ai regardé mes bottes. Elles étaient éraflées. L'éraflure la plus profonde datait de mardi dernier. Quand j'avais grimpé à une échelle de service pour atteindre le toit du Méridien. Afin d'inspecter personnellement les conduits de ventilation. Après qu'un locataire du 6e avait signalé un problème. Mon petit génie de frère appelait le Méridien un tas de briques pourrissant. Je l'appelais un actif de 4 millions €. Que j'avais acheté il y a 6 mois, avec un chèque personnel. Cash. Pas de prêt hypothécaire. Pas de co-signataire. La main qui avait signé l'acte de propriété, portait encore les callosités.
De 8 années passées à serrer des pinces coupantes, au-dessus de munitions explosives actives. Et la notaire, à la société de titres, avait fixé mes jointures pendant 5 longues secondes, avant de tamponner les documents. J'avais vidé le bâtiment, je l'avais reconstruit de l'intérieur, et j'avais pris tout le dernier étage pour moi. Un penthouse privé, avec des fenêtres du sol au plafond, face au port. J'y vivais maintenant. Pas dans une boîte d'allumettes. Dans le ciel. Au-dessus de tout ce que James pensait posséder. James a continué à faire le show, pour son public de 2 personnes. Mon entreprise loue des bureaux de classe A. Le top du top. Tu es né pour être un paillasson, marin. Juste quelque chose sur lequel m'essuyer les pieds. Il a épousseté une peluche invisible de son revers, avec un sourire satisfait. Ce dont il n'avait aucune idée. Ce qui rendait mon visage de marbre si facile à maintenir. C'est que le misérable appartement 4B, auquel il envoyait ses insultes depuis 1 an, n'était rien d'autre qu'un leurre. Une boîte postale louée, que je conservais spécifiquement, pour le faire courir après un fantôme. La vraie blague. Celle que je ravalais chaque fois que je lisais ses courriers haineux, c'était ça, cet espace de bureau de classe A. Que son entreprise était si fière de louer. Se trouvait au 3e étage du Méridien. Mon bâtiment. Il me payait un loyer chaque mois, sans le savoir. 4 semaines auparavant, j'avais pris un stylo plume. J'avais souligné les mots au dernier avis, expulsion imminente, 60 jours de retard. Sur sa lettre de violation de bail. Et je l'avais envoyé à son bureau. Avec une adresse de retour qu'il n'avait jamais pris la peine de vérifier. Il se tenait dans cette ruelle en ce moment même. À envoyer des saletés sur mon uniforme. Complètement aveugle au fait, que la signature sur le document menaçant de jeter son entreprise à la rue, appartenait à la sœur sur laquelle il crachait. Au-delà de l'épaule de James, par l'espace entre son bras et le mur, je pouvais la voir. La Porsche 911 Carrera 1973, couleur gris métallisé. Trônant comme un trophée dans la section VIP du parking. Impeccable. Ciré. Pas une seule égratignure. 1 an auparavant, 3 banques commerciales avaient examiné les finances de James. Avaient regardé le cratère là où son bilan aurait dû se trouver. Et avaient refusé de reconduire sa dette. Il était à 6 semaines de la liquidation involontaire. Les murs se resserraient, et il pouvait les entendre. J'ai utilisé l'identité corporative de Vanguard, pour contacter ces mêmes banques. J'ai racheté chaque centime de sa dette en défaut, à 42 cents pour 1 euro. Puis, par l'intermédiaire de Vanguard, je lui ai accordé une toute nouvelle ligne de crédit garantie. 650 000 euros. L'objectif déclaré était, restructuration de l'entreprise. Payer les fournisseurs. Régler les plaintes pour salaires impayés. Embaucher un vrai directeur financier. Sur le papier. Cela ressemblait au salut, venant d'une société de capital investissement sans visage. James n'a jamais demandé qui se cachait derrière le rideau. Il ne le fait jamais. J'étais assise dans un bureau sombre, la nuit où les fonds ont été validés. Regardant le flux de décaissement défiler sur un écran. Dans les 72 heures. Au lieu de payer ses fournisseurs. Ou les employés qui piquetaient devant son bureau pour des arriérés de salaire. James a retiré 180 000 euros du compte de prêt. Et les a virés à un concessionnaire de Scottsdale. La Porsche. Il l'a classée en interne, comme une dépense de développement de l'image face aux partenaires. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas envoyé d'avertissement. J'ai tapé une ligne dans le registre des actifs, garantie sécurisée, unité 04. Puis, j'ai fermé l'ordinateur portable, et je suis allé me coucher. Le jour où la voiture est arrivée. Il l'a conduite directement à la base navale où mon unité de déminage était stationnée. Il a réussi à passer le portail civil en lâchant mon nom. Disant à la sécurité qu'il était là pour faire une surprise à sa sœur. Il s'est arrêté devant le terrain d'entraînement. S'est penché sur la console centrale, et a baissé la vitre passager. Il a attendu que je m'approche. Il a attendu que toute mon escouade. Les hommes et les femmes avec qui j'avais saigné. Me regardent. Ensuite, il a tiré un billet de 100 euros de son portefeuille. L'a froissé en boule, et l'a jeté à mes pieds sur le gravier. Va t'acheter de vrais vêtements, marin. Je ne peux pas laisser mes contacts professionnels découvrir
que ma sœur aînée est une bidasse. Qui rampe dans la terre pour désamorcer des bombes artisanales, en échange d'un chèque de paie. Chaque syllabe était conçue pour m'humilier. Devant les personnes avec qui je servais. Derrière moi, je pouvais entendre le quartier-maître Reyes faire un pas en avant. Ses poings étaient déjà serrés. L'adjudant-chef de Nam a posé une main sur sa poitrine, et l'a retenue. Ils ont vu. L'escouade a tout vu. Et le silence qui est tombé sur ce terrain d'entraînement était plus lourd qu'aucune explosion d'engin explosif improvisé que j'ai jamais absorbé. Il a utilisé l'argent de mon propre sang. La prime de risque que j'avais gagnée, en m'agenouillant au-dessus de munitions actives par 54 degrés. Pour cracher sur ma dignité, devant ma famille. Ma vraie famille. Celle qui saignait réellement l'un pour l'autre. J'ai baissé les yeux sur ce billet froissé sur le gravier. J'ai posé ma botte dessus, j'ai appuyé, jusqu'à ce que le papier s'enfonce dans la poussière. Puis, j'ai tourné le dos, et j'ai marché vers les casernements, sans un mot. Il était trop ivre de sa propre arrogance. Pour avoir jamais lu les petits caractères de l'accord de prêt. Il ne savait pas que Vanguard n'était pas un ange gardien. Vanguard était le créancier garanti de premier rang. Le détenteur du privilège le plus élevé. Chaque kilomètre qu'il ajoutait au compteur de cette Porsche. Chaque bouchon de champagne qu'il faisait sauter. Chaque serviette qu'il faisait monogrammer de ses initiales. Déprécier un actif, qui m'appartenait déjà. Tout était documenté. Tout était horodaté. Le piège était complètement armé. Il n'avait plus besoin que d'un déclencheur. Maintiens sa main. La voix de ma mère a claqué dans la ruelle comme un coup de fouet. Bennett s'est précipité en avant. Un homme se rappelant soudainement de quel côté on payait ses honoraires. Il a arraché un tampon encreur de l'intérieur de sa mallette en cuir. Et a déchiré le seau avec ses dents. Il a attrapé ma main droite. Celle encore collante du sang de mes égratignures. Et a essayé de forcer mon pouce vers la ligne de signature, sur l'ordonnance 5150. Une empreinte digitale. C'était tout ce dont ils avaient besoin pour la rendre légale. Pour me faire disparaître. J'ai verrouillé chaque muscle de mon épaule et de mon avant-bras. J'ai contracté mes abdos, comme on le fait avant d'absorber une explosion. Mon pouls tambourinait contre l'intérieur de mes côtes. Mais ma main n'a pas bougé. Bennett a pesé de tout son poids dessus. Son eau de colonne sentait les échantillons de grands magasins, et le désespoir. C'était la ligne rouge. La ligne que j'avais tracée dans mon esprit, avant même de mettre les pieds dans cette ruelle ce soir. Si sa main poussait la mienne d'un centimètre de plus. 8 années de réflexes de combat rapprochés s'enclencheraient, avant que je puisse les arrêter. Mais autre chose s'est déclenchée en premier. Un souvenir. Les doigts de Bennett se sont refermés autour de mon poignet. Et soudain, j'avais de nouveau 7 ans. Debout dans le couloir de notre ancienne maison. La main de ma mère serrée autour du même poignet. Me traînant vers ma chambre, parce que j'avais renversé du jus de fruits sur la nouvelle chemise de James. Elle avait tenu bon, jusqu'à ce que l'articulation craque. Puis elle m'avait lâché. Elle s'était éloignée. Sans se retourner. 25 ans plus tard. Une main différente sur le même poignet. Et la même impulsion de se battre, déferlant dans les mêmes voies nerveuses. Mais j'ai tenu bon. Pas parce que j'avais peur. Parce que la Cadillac était à 12 secondes. L'attente a payé en moins de 3 secondes. Un mur de lumière blanche l'aide à exploser depuis l'autre bout de la ruelle, et a frappé James en plein visage. Il a levé les deux bras, aveuglé, reculant en titubant contre Bennett. Des pneus ont crissé contre l'asphalte mouillé. Un arrêt d'urgence contrôlé. La porte renforcée de la Cadillac s'est ouverte. Son poids visible, à la lenteur de son mouvement. Des escortes armées, en tenue tactique noire, sont sorties. Portant des fusils automatiques en position de tir bas. Et ont formé 2 colonnes disciplinées, flanquant le véhicule. Personne n'a parlé. Le silence qui a rempli l'espace, n'était pas l'absence de bruit. C'était la présence d'une autorité, si absolue, qu'elle comprimait l'air. Martha l'a ressenti la première. Ses doigts ont lâché mon bras, comme si ma peau était devenue brûlante. Au moment où elle a reconnu l'insigne à 4 étoiles sur l'uniforme. Sortant de ce véhicule. Tout son langage corporel, s'est reconstruit de A à Z. Elle a lissé le devant de sa robe.
redresser son collier. Et s'est précipité en avant, sur ses talons de cristal. Avec un sourire si désespéré, et rampant. Ça aurait été drôle, si ce n'était pas si répugnant. Amiral Vance. Oh, s'il vous plaît, pardonnez ce petit dérangement. Ma fille, malade mentale, fait l'une de ces crises. C'est juste de la marchandise endommagée, que l'armée a renvoyée chez nous. Renvoyée. Délirante. S'il vous plaît, monsieur, ne vous embêtez pas avec ça. Vance n'a pas pris sa main. Il ne l'a même pas regardée. Ses yeux, vifs et froids comme ceux d'un rapace scrutant un champ, ont balayé une fois le smoking taché de James. Une fois les doigts maculés d'encre de Bennett. Puis se sont verrouillés sur moi. Affalés contre la brique. Le col déchiré, du sang sur les mains. Et puis, quelque chose a basculé. La chaîne en argent ternie autour de mon cou, a glissé quand mon col s'est affaissé. Et le pendentif avec l'insigne des démineurs, est tombé dans la lumière. Il était noirci par d'anciens résidus de poudre. Rayé, et cabossé, par une explosion qui aurait dû me tuer. Le regard de Vance l'a accroché. Et s'est arrêté net. Le visage de granit d'un homme qui avait enterré des marins. Et prononcé des discours à Arlington. S'est métamorphosé devant tout le monde. Avez-vous déjà dû vous tenir en silence? Et regarder votre propre chair et votre propre sang. Utiliser des mensonges pour écraser tout ce pourquoi vous avez saigné? Juste sous les yeux d'un étranger. Si vous comprenez ce sentiment suffocant de rage. Piégé si profondément dans votre gorge, que vous ne pouvez même pas crier. Cliquez sur j'aime sur cette vidéo. Et s'il vous plaît, laissez un commentaire pour partager votre histoire. Parce qu'ici, vous n'êtes pas seul. Le bras de Vance a jailli en avant, et a repoussé Martha de côté. Elle a trébuché sur ses talons de cristal. Et s'est rattrapée contre le mur. La bouche ouverte, trop choquée pour protester. L'amiral ne s'est pas arrêté. Malgré les 4 étoiles sur ses épaules. Malgré l'uniforme repassé au cordeau. Et les 38 années de protocole de la chaîne de commandement, ancrées dans sa posture. Il s'est mis à 2 genoux. Dans la flaque boueuse. Directement devant moi. La boue et l'eau de la ruelle ont instantanément trempé son pantalon de cérémonie. Il n'a pas baissé les yeux. Il a tendu la main en arrière sans tourner la tête. Et son aide de camp a placé la bonbonne d'oxygène d'urgence dans sa main ouverte. Avec la précision d'un infirmier de bloc opératoire. Vance a lui-même pressé le masque contre mon nez et ma bouche. Une main berçant l'arrière de mon crâne, pour maintenir ma tête stable. Ses mains tremblaient. Les mains épaisses. Marquées par le soleil, calleuses comme de la corde. D'un homme qui avait commandé des groupes de porte-avions à travers 3 guerres. Ses mains tremblaient. Alors que le bout de ses doigts traçait la carte des cicatrices de brûlure. Allant de derrière mon oreille droite, jusqu'à la base de mon cou. Des cicatrices. Qu'il reconnaissait. Des cicatrices liées à un rapport classifié d'après-action. Qui reposait dans une armoire verrouillée au Pentagone. Avec une recommandation de la Silver Star sur sa page de garde. La ruelle s'est figée, solide. Chaque personne à l'intérieur a cessé de bouger au même instant. Comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton pause d'une vidéo. La cigarette à moitié fumée de James est tombée d'entre ses lèvres. Et a grésillé, morte, dans la flaque. Bennett a reculé, jusqu'à ce que ses omoplates raclent la brique. Le service de sécurité a bougé en parfaite synchronisation. Les mains se levant vers les armes de poing dans leurs étuis. Se déployant vers l'extérieur, en un périmètre d'acier. Qui coupait physiquement ma famille de l'espace autour de moi. Le claquement silencieux, et délibéré, des crans de sûreté qu'on enlève, a résonné sur les murs, l'un après l'autre. Toute voie d'interférence était scellée. Vance a levé la tête. Les vaisseaux sanguins de ses yeux étaient devenus écarlates. Il a regardé ma mère. De la façon dont un homme regarde une chose qu'il vient juste de classifier comme combattant ennemi. Vous avez traité la sauveuse de la 3e division de marchandise endommagée. Sa voix n'a pas monté. Elle est descendue. Elle est devenue grave et serrée. Vibrant d'une fureur si contrôlée, qu'elle a fait déplacer le poids des hommes armés autour de lui. Cette femme n'a pas d'asthme. Ses poumons ont été écrasés.
Parce qu'elle s'est jetée contre une porte blindée. Et a absorbé la pleine onde de choc d'une détonation d'engins explosifs improvisés. Pour acheter à 300 de mes marines les 97 secondes dont ils avaient besoin pour évacuer par le couloir nord 300 hommes. Elle a tenu cette porte. Pendant que sa cage thoracique s'effondrait. Et que ses poumons se remplissaient de sang. Elle avait 32 ans. Et elle n'a pas crié une seule fois. La mâchoire de Martha s'est décrochée. Chaque molécule de sang a déserté son visage, si vite qu'elle avait l'air embaumée. La robe. Les diamants. Le Chanel. Tout ça pendait sur elle, comme des bijoux de pacotille sur un mannequin, qu'on viendrait de débrancher. Derrière elle. Le corps de James était devenu rigide. L'arrogance. Le mépris. La cruauté désinvolte. Tout avait disparu. Remplacé par le regard vide, d'un poisson mort. D'un homme qui vient de réaliser, que la personne qu'il s'est acharné à frapper est la même personne, pour qui l'officier militaire le plus puissant de la pièce, s'agenouillerait dans la boue. Vance s'est relevé. Il s'est tourné, et a pointé son index directement au visage de James. Si près que le bout touchait presque son nez. Le Pentagone la croyait tuée au combat. Le drapeau était plié. La garde d'honneur était rassemblée. Son nom était en train d'être gravé sur le mur du mémorial. Et puis, elle s'est réveillée dans un hôpital de campagne. Avec 70% de capacité pulmonaire. Et une note épinglée sur son dossier qui disait « Miracle ». Son sang a été versé, pour sauver ses frères et sœurs d'armes. Et elle rentre à la maison. Pour subir ça. Il a balayé la ruelle du bras. Passant sur la flaque. La bouche d'égout. Les papiers 5150 flottant dans la crasse. Pour être étouffé, par sa propre famille, sous une bouche d'égout. J'ai pressé le masque plus fort contre mon visage, et j'ai inspiré. J'ai senti l'oxygène pousser à travers les tissus endommagés. Forçant l'ouverture des alvéoles affaissés, une par une. Chaque respiration faisait mal. Chaque respiration, signifiait que j'étais encore en vie. Le décor était planté. La bouche de James bougeait toujours, mais rien de ce qui en sortait ne ressemblait à un langage. Juste des fragments. Des syllabes secouées par un cerveau, qui n'arrivait pas à traiter la démolition contrôlée qui se produisait autour de lui. Non. Monsieur. Vous vous trompez. C'est juste une parasite. Elle me doit de l'argent. Elle. Une tonalité électronique aiguë, a tranché ses bégaiements. La tablette dans les mains tremblantes de Bennett s'est allumée, avec un long bip d'urgence. Un email venait d'atterrir dans sa boîte de réception. Poussé par le système de notification automatisé du tribunal de commerce. Avec un sceau judiciaire rouge en travers de l'entête. Les yeux de Bennett sont descendus vers la ligne d'objet. La lueur bleue et froide de l'écran a rampé sur son visage, comme l'eau qui monte. Et, à mesure qu'il lisait, ses traits se sont effondrés vers l'intérieur. Son front s'est plissé. Ses lèvres se sont retroussées sur ses dents. Ses narines se sont dilatées. Les couleurs de ses joues ont viré au gris, en moins de 2 secondes. Ses mains ont tremblé si violemment, que le dossier 5150 a glissé dessous son bras. Les pages se sont séparées, et sont tombées en voletant dans la flaque. S'éparpillant sur l'eau sale, comme des cartes à jouer distribuées par un ivrogne. Bennett a dégluti. Le son de sa gorge était un claquement sec, animal. Audible dans le silence. La sueur a perlé à la racine de ses cheveux, et a coulé le long de ses tempes. Imbibant son col, jusqu'à ce que le coton blanc devienne translucide. Monsieur. Madame Martha. La voix de Bennett est sortie fêlée, et à vif. Le son d'un homme regardant sa carrière et sa liberté, disparaître sur un écran. Il a attrapé une poignée du gilet de James. Et l'a tiré en arrière des 2 mains. Assez fort pour en déchirer une couture. Arrête de parler. Ferme ta bouche. Regarde ça. Regarde le rapport sur la structure de propriété de Vanguard Holdings. L'entité qui détient 100% des capitaux propres, n'est pas une société holding anonyme. Ce n'est pas un fonds. Ce n'est pas une fiducie. J'ai levé la main, et j'ai décollé le masque à oxygène de mon visage. Je l'ai posé par terre à côté de moi. J'ai placé les 2 paumes à plat sur mes rotules. Puis, je me suis levé lentement.
centimètre par centimètre. Le mouvement était délibéré. Sans précipitation. Lourd. De cette pression qui n'a rien à voir avec la force physique. C'était la pression d'une vérité qui ne peut pas être tue. Même les gardes armés de Vance. Des hommes entraînés à maintenir un périmètre sous le feu ennemi. On fait instinctivement un demi-pas sur le côté, lorsque je me suis redressé de toute ma hauteur. J'ai brossé une trace de boue de mon épaule gauche. J'ai redressé ma colonne vertébrale, comme je l'avais fait 10 000 fois en formation. Puis j'ai verrouillé mes yeux, sur les pupilles dilatées de James. Et je les y ai maintenus. Lis le nom du président à voix haute, Bennett. Qu'il l'entende. Bennett a tourné l'écran de la tablette vers James. Ses mains vibraient tellement que le texte sautait. Mais les mots étaient assez clairs. Présidente et unique directrice générale de Vanguard Holdings LLC. Chaque syllabe est tombée de sa bouche, comme une dent qui se déchausse. Et Marin Caldwell. Quelque chose s'est rompu, derrière les yeux de James. Pas de façon figurée. On pouvait voir la minute exacte, où son cortex préfrontal était en surcharge, et s'arrêtait net. De la même façon, dont un boîtier de fusible saute, quand on l'alimente avec trop d'ampères. Son visage s'est relâché. Puis est devenu rigide. Puis relâché à nouveau. Il a trébuché en arrière, les bras battant l'air. L'archet de violon s'est écrasé sur le sol dans un cliquetis. Fraude. Le mot est sorti comme un hurlement. Tu violes la loi militaire. Les officiers en service actif n'ont pas le droit de détenir des parts dans des sociétés d'exploitation. L'achat d'actions est nul. Cette entreprise est toujours à moi. J'ai fait un pas en avant. Mes bottes ont percuté le trottoir mouillé, dans une cadence aussi régulière et constante que celle d'un tambour en marche. Un pas. 2 pas. 3. Jusqu'à être assez proche, pour voir la sueur couler le long de ses favoris. Je connais les lois fédérales, James. Mieux que ton avocat. Ma voix est sortie plate. Dénuée de chaleur. Dénuée de colère. Dénuée de tout, à part de son tranchant acéré. Je n'ai pas acheté tes parts. J'ai acheté ta dette. L'intégralité. Chaque prêt en défaut. Chaque facture impayée. Chaque chèque en bois. Chaque privilège. Je ne suis pas ton associé commercial. Je suis ton créancier garanti de premier rang. Je détiens le droit de revendication prioritaire. Sur chaque actif que ton entreprise et toi possédez personnellement. J'ai glissé la main dans la poche intérieure de ma veste de terrain. J'en ai sorti une copie roulée de l'accord de prêt principal. Et je l'ai jetée, directement sur son torse. Elle a rebondi sur son sternum, et s'est déroulée à ses pieds dans la boue. L'entête Vanguard, tournée vers le haut. Je vais déclarer faillite. La voix de James s'est fêlée, pour atteindre un registre que je ne lui avais jamais entendu. Au perché. Désespéré. Un animal acculé montrant les dents devant le piège. Chapitre 7. Liquidation. Ton investissement sera anéanti. Tu perdras tout ce que tu as mis dedans. J'ai souri. C'était une expression petite et précise. Le genre de sourire qui appartient au visage de quelqu'un. Qui a construit la séquence de détonation, il y a 2 ans. Et qui regarde le compte à rebours s'égrener depuis lors. Tu n'as pas lu la clause 4, n'est-ce pas? Petit frère? La garantie croisée. À l'instant même où ton entreprise dépose le bilan en vertu du chapitre 7. La dette impayée déclenche automatiquement un privilège sur les biens personnels. Ton manoir à Malibu. Les droits de ton catalogue musical. Et cette Porsche 911 qui trône sur le parking VIP. Avec 6000 km au compteur. Chaque actif. Absolument chaque actif. Me sera transféré immédiatement. Sans possibilité d'appel. Sans délai. J'ai tourné le poignet, et j'ai vérifié l'heure. 22h15 et il y a la clause 12. Faute éthique. Le fait que toi et notre mère m'ayez agressé physiquement, menacé verbalement. Et publiquement dégradé. En tant que votre créancière principale. En la présence documentée d'un représentant du gouvernement des États-Unis. A déclenché la clause d'accélération immédiate de la dette. Depuis 8 minutes.
lorsque l'équipe de sécurité de l'amiral Vance a activé ses caméras corporelles. Chaque compte bancaire à ton nom a été signalé. Pour gel d'urgence, par le système de conformité automatisé du tribunal. La saisie a été exécutée il y a 2 minutes. Tu as officiellement une valeur nette de 0. Les jambes de James ont lâché. Ses genoux ont flanché sur le côté. Et il est tombé la face la première, dans la même flaque d'eau de la ruelle. Là où il m'avait lancé l'ordonnance 5150, 90 minutes plus tôt. Le smoking aux queues de picous humains était détrempé. Les chaussures italiennes s'enfonçaient dans la boue. Le prodige, qui avait craché près de mes bottes, était maintenant agenouillé à l'endroit exact où je m'étais trouvé. Sauf que personne n'allait lui offrir d'oxygène. Personne ne viendrait du tout. Martha s'est jetée en avant, agrippant les épaules de James. « Lève-toi. Lève-toi, James. » Elle bluffe. Mais sa voix avait perdu la moindre once de la précision chirurgicale qu'elle portait 1 heure plus tôt. Ce n'était plus que du bruit maintenant. Aigu. Fêlé. Le son d'une femme. Regardant l'empire qu'elle avait bâti sur le dos brisé de sa fille. Commençait à s'effondrer sur lui-même. Bennett s'était déjà adossé au mur. Les 2 paumes à plat sur les briques derrière lui. Ses yeux allant des gardes armés de Vance, à la sortie de la ruelle. Comme un rat calculant la distance jusqu'au trou le plus proche. À l'intérieur du théâtre, la symphonie atteignait son paroxysme. Cordes s'envolant. Cuivre claironnant. Le genre de passage triomphal, qui remplit les salles de concert de standing ovation. Ici, dehors. La musique transpirait à travers les murs, comme une blague cruelle, sur une partition de naufrage. L'emprise de James a fini par lâcher. Le violon à 1 million d'euros a glissé de ses doigts. Et a frappé le béton par le manche en premier. Le bois s'est fendu. Avec un craquement sec et creux, qui ne ressemblait en rien à de la musique. D'un PDG drapé de soie. À un débiteur le visage dans l'eau du caniveau. La transformation avait pris moins de 13 minutes. L'amiral Vance a croisé les bras sur sa poitrine. Et a regardé le naufrage de James Caldwell de haut. Avec une expression de mépris professionnel, si raffinée. Qu'elle aurait pu être encadrée. Vous vouliez que je parraine votre fondation artistique ce soir, n'est-ce pas? Sa voix était calme maintenant. Sur un ton conversationnel. Ce qui la rendait infiniment plus létale. Voici ce que je vais faire à la place. Je vais envoyer un avis au niveau de l'état-major. À chaque réseau de divertissement. Chaque studio. Chaque agence de talent. Chaque distributeur du système national. Toute entité qui conclura un contrat. Un partenariat. Ou même un simple accord verbal avec vous. Sera formellement classifié comme agissant contre les intérêts de la marine des États-Unis. Ce n'est pas une suggestion. C'est un ordre. Soutenu par tout le poids du département de la Défense. Votre carrière dans les arts est terminée. Pas suspendue. Terminée. Il a tourné la tête, et a regardé Martha. Un hochement de tête, à peine perceptible. Arrêtez-la. 2 officiers de la police militaire se sont matérialisés, de derrière la Cadillac. Et ont réduit la distance en 4 pas. Ils ont pris Martha par les 2 bras. Les ont tordus derrière son dos. Avec une efficacité mécanique qui ne laissait aucune place à la lutte. Les menottes en acier se sont refermées d'un coup sec, autour de ses poignets. Le son était une morsure métallique, unique et tranchante. Qui a traversé la ruelle, et est resté suspendu dans l'air. Marin. Sauve ta mère. Je suis désolé. Je ne le pensais pas. Je t'en prie, marin, dis-leur d'arrêter. Elle se débattait et hurlait. Les larmes creusaient des sillons, à travers les couches de fond de teint et de correcteur. Le mascara coulait sur ses joues, en rivière noire. La robe de créateur s'entortillait autour de ses genoux. Les talons de cristal raclaient l'asphalte, alors qu'elle essayait de s'ancrer. Qu'elle essayait de résister. Qu'elle essayait de faire n'importe quoi, sauf affronter les conséquences, qu'elle avait bâties de ses propres mains. Des excuses, qui n'avaient jamais existé en 32 ans de silence. 32 ans de gifles, d'insultes, et de faux documents. Sortaient soudainement en trombe, à l'instant où l'acier froid touchait sa peau. Pas des remords. Un inventaire.
Elle calculait ce qu'elle pouvait encore sauver. Même maintenant. Même avec les menottes mordant ses poignets. James n'avait pas bougé de la boue. Il était agenouillé là. Les deux mains à plat sur le béton humide. Fixant le vide. Le smoking était ruiné. Le violon gisait en 2 morceaux à côté de lui. La télécommande de la Porsche dans sa poche. Était maintenant la clé d'une voiture, qui appartenait à sa sœur. Tout ce qu'il avait jamais construit. Tous les mensonges qu'il avait jamais dit. Chaque euro qu'il avait jamais volé. Flottait la face vers le bas, dans une flaque d'eau de ruelle. Se dissolvant en temps réel. L'officier qui procédait à l'arrestation a parlé clairement. Sa voix portant l'autorité monocorde, d'un homme lisant un script qu'il avait mémorisé. Vous êtes en état d'arrestation, pour coups et blessures volontaires, et tentative d'homicide involontaire. Sur un membre des forces armées en service actif. Je me suis tenu immobile. Mes mains le long du corps. Ma respiration contrôlée. Je ne me suis pas retourné. Je ne l'ai pas regardé par-dessus mon épaule. Je ne lui ai pas donné la satisfaction d'un dernier regard. J'ai avancé. Par-dessus la flaque où l'ordonnance 5150 flottait face contre terre. L'encre se dissolvant dans l'eau sale. Les mots perdant leur forme, et leur pouvoir en même temps. Le plan était complet. Je n'avais levé la main sur personne. Je n'avais pas crié. Je n'avais pas supplié. J'avais pris sa propre avidité, sa propre cruauté, sa propre arrogance. Et je les lui avais renvoyées, par le biais du système légal. Jusqu'à ce qu'elle se verrouille autour de ses poignets. Les menottes étaient faites de ses propres choix. Je n'avais pas eu besoin de toucher le métal. Derrière moi. Les hurlements de Martha s'étaient dissous, en sanglots rauques et étouffants. James n'avait pas dit un mot depuis que son visage avait heurté la boue. Le silence des gens brisés est toujours plus fort, que le bruit qu'ils avaient l'habitude de faire. Les sirènes ont déchiré la nuit. Une ambulance militaire spécialisée est arrivée en hurlant dans la ruelle. Les gyrophares d'urgence peignant la brique humide en rouge et blanc, alternativement. Un infirmier de combat en équipement tactique complet. A sauté du côté passager. M'a évalué en 3 secondes. Et m'a guidé sur la civière avec des mains, qui savaient exactement où se trouvaient les dégâts. Mon corps s'est abandonné au matelas. Chaque muscle que j'avais gardé rigide pendant les 90 dernières minutes s'est enfin relâché. Et la douleur, que j'avais ravalée, m'a inondé d'un seul coup. Brûlante, et aveuglante. Alors que la civière glissait vers les portes arrière ouvertes de l'ambulance. Je les ai vus à travers mes paupières mi-closes. Des soldats. Des douzaines. Ils étaient apparus de derrière le périmètre. D'axe en grave côté de la Cadillac. Du coin du bâtiment. Ils bordaient la ruelle en 2 rangées. Et tandis que la civière passait entre eux. Ils ont reculé d'un pas à l'unisson. Et ont levé leur main droite. En un salut lent, et formel. Rigide. Silencieux. Le regard droit devant. Pas pour un général. Pas pour un politicien. Pour un sergent-chef. Dans une veste déchirée. Qui avait payé leur vie, avec ses propres poumons. Derrière eux. Loin derrière. Les bruits de ma famille. Les gémissements, les sanglots, les marchandages. Se sont rétrécis, et amincis. Jusqu'à ce qu'il ne soit plus que du bruit. Englouti par l'obscurité, qu'il méritait. Les portes en acier de l'ambulance se sont fermées, avec un claquement profond et final. Le monde extérieur a cessé d'exister. À l'intérieur, l'air était frais. Stérile. Traversé par l'odeur propre et piquante d'antiseptique, et de gaz fraîche. Cette boîte en acier. Cette chambre de 1,20 mètres sur 2,40 mètres d'équipement médical, et de silence. M'a séparé complètement de tout. Du chaos. De la manipulation. Du mot famille, utilisé comme une arme. De 32 années, de liens de sang maquillés en amour. Je respirais avec mes propres poumons. Pas de masque. Pas de machine. Sans la permission de personne d'autre. Ça faisait toujours mal. Une douleur sourde et profonde. Que je pouvais sentir derrière mon sternum, à chaque inspiration. Mais c'était différent. C'était la douleur d'un tissu qui guérit. D'alvéoles qui se regonflent lentement.
d'un corps qui se reconstitue. Et non pas la suffocation, d'être vidé de son sang. Par les personnes qui étaient censées vous donner de la force. J'ai glissé la main dans la poche de mon pantalon treillis, et j'en ai sorti mon téléphone tactique. L'écran s'est allumé. 2 contacts siégeaient dans le carnet d'adresses. Comme les 2 derniers cafards, d'un bâtiment voué à la démolition. Maman. James. 32 ans de parasite. Je n'ai pas tapé sur bloquer. Bloquer signifie que l'on sursaute encore à la vibration. Qu'on vérifie encore la messagerie vocale. Qu'on laisse encore une fente à la porte. J'ai fait glisser mon doigt sur les 2 noms. J'ai maintenu mon pouce appuyé. Et j'ai appuyé sur supprimer définitivement. Les lettres se sont dissoutes de l'écran. Pas d'archives. Pas de sauvegarde. Pas de fantôme. Les 650 000 € que j'avais dépensés n'étaient pas de l'argent pour me venger. C'était une rançon. Le prix que j'ai payé pour racheter ma propre vie. À ceux qui étaient censés la protéger et qui ont choisi de la vendre à la place. J'ai laissé ma tête retomber contre la banquette rembourrée. Et j'ai fermé les yeux. L'ambulance a commencé à rouler. La vengeance, j'ai découvert, n'arrive pas comme on s'y attend. Il n'y a pas de rugissement. Pas de feu d'artifice. Pas de poing levé en l'air. Elle se présente sous la forme d'un silence blanc. Une fréquence si pure et si vide. Que pour la première fois de votre vie, vous pouvez entendre battre votre propre cœur. Sans que les doigts de quelqu'un d'autre ne serrent votre gorge. Je suis le sergent-chef Marin Caldwell. Je suis la seule présidente directrice générale de Vanguard Holdings. Et pour la première fois, en 32 ans d'existence sur cette terre. Je l'ai senti. Pas du bonheur. Pas du triomphe. Quelque chose de plus silencieux que ça. Le rythme véritable de la liberté. Non pas donné. Non pas gagné en suppliant. Reprise. Chaque chaîne brisée par les mains mêmes qu'ils ont essayé de couper. La vengeance la plus parfaite n'est pas un cri. C'est l'ablation chirurgicale et totale, de la moindre once de contrôle qu'une personne toxique ait jamais exercée sur votre vie. Si vous soutenez la décision froide et délibérée de Marin, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à cette chaîne. Et s'il vous plaît, partagez cette histoire. Envoyez-la à quelqu'un qui en a besoin. Car quelque part en ce moment, quelqu'un est encore allongé dans sa propre flaque d'eau. Étouffant sous le poids des chaînes, forgées par les personnes qui étaient censées l'aimer. Faites-leur savoir que le cadenas peut être brisé. Faites-leur savoir qu'ils ne sont pas seuls.